Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de la performance que l'on attend des enfants. Alors, quelle performance doit-on attendre d'eux et comment s'y prendre pour révéler le meilleur d'eux de manière très simple et très naturelle. Alors, la semaine dernière, j'étais en formation Montessori. En fait, je me suis inscrite sur toute l'année pour 7 semaines de formation Montessori. Donc, il y aura 5 semaines sur la période 3-6 ans et il y aura 2 semaines sur la période 0-36 mois, donc 0-18 et 18-36 mois. Donc tout un programme super riche, intéressant et puis qui va m'offrir, en tout cas m'ouvrir de une nouvelle vision des choses, quelque chose de peut-être beaucoup plus concret parce que j'ai beau avoir lu la quasi-intégralité des œuvres de Maria Montessori, parfois quand on est seul dans son canapé à lire un livre, c'est pas toujours évident et c'est vrai que la formation avec l'intervenante la semaine dernière m'a ouvert aussi quelques connexions, quelques pistes plus concrètes et puis voilà, le fait d'avoir été en groupe nous a permis aussi d'échanger sur un bon nombre de sujets très intéressants. Et on a notamment parlé de la performance attendue des enfants et ce que l'on faisait aussi chez Montessori par rapport à cette performance. Alors déjà, il est important de constater que nos vies sont régies par des performances attendues. Alors évidemment, il y a l'école, puisqu'à l'école on a des notes, on a des évaluations, on a des appréciations. Tout ça va amener un barème, une classification aussi des enfants entre eux. Et évidemment, il va y avoir des très bons élèves, des moins bons élèves, des élèves dans la moyenne. Et tout ça, en fait, ça va venir forger l'image que l'enfant se fait de lui-même. T'as pas ton livre, tu sors de la classe. C'était l'excuse parfaite. On était une quinzaine. J'ai pas mon livre, madame. Hop, tout le monde sortait, on allait jouer au baby-foot. À la fin de l'année, quand c'était fini, de toute façon ma mère jetait tous les bulletins puisque je gardais juste la trousse avec les stylos, je gardais mon sac et je virais tous mes cours quoi. Tous les cahiers de français, de maths, tout allait à la poubelle. On nous apprend le théorème de Thalès et Pythagore mais on ne sait pas à quoi ça va nous servir. Il est où le lien avec notre réalité à nous ? Souligne les noms et les groupes du nom attributs du sujet. Ça rentrait par là, ça ressortait par là, et je pensais à ma partie de pêche, à mon match de rugby ou à ma sortie de vélo. Je me sentais minable quoi, à l'école. Je voulais réussir, j'avais pas envie de rater ma vie, j'avais pas envie d'avoir de mauvaises notes, de redoubler, j'avais peur de ça, j'avais peur de l'échec aussi. Beaucoup, et je pense que je le garde aujourd'hui. Tu dois même pas être moyen, tu dois être bon. Et quand t'es pas bon, parce que moi je suis moyenne, tu vois, c'est moyen. Et puis si j'étais plus molle du bulbe qu'un autre, j'ai pas le droit. Faut que je sois bonne. Je vais être évaluée comme quelqu'un de moyen. Pour moi, l'école, c'est la souffrance. C'est une très grande souffrance. On doit être un petit peu psychologue. Malheureusement, on n'a pas de formation pour ça. Troisième ligne. Combien de fois on entend par exemple des profs dire « Ah, on est en retard sur le programme ». Je trouve ça effarant. C'est effarant comme réflexion. Ce que j'aurais juste peut-être aimé entendre, c'est « Mais tu peux y arriver, puisqu'on est là pour t'aider ». Alors, il n'y a pas qu'à l'école que l'on rencontre ces performances. Il y a aussi le sport, par exemple, avec les concours, les compétitions. Il y a aussi dans la musique, dans l'art. Ah oui, toi, tu as fait un plus beau dessin. Ah oui, toi, ta statue ressemble plus à telle forme, etc., etc. Et puis, ça se prolonge, parce qu'après, une fois que l'on est arrivé dans le monde du travail, eh bien, on a des objectifs. On est attendu sur des résultats à apporter pour être performant, pour rentabiliser l'entreprise, pour apporter une valeur ajoutée. Que ce soit normal ou pas, je ne suis pas là pour débattre de ça, mais simplement pour dire que l'on attend toujours et toujours plus de l'être humain. Et j'ai envie de dire, cette attente, elle se fait de manière inconsciente dès les premiers mois des enfants, dès leur naissance, dès leurs quelques semaines, dès leurs quelques années. En fait, par exemple, un enfant qui ne va pas faire ses nuits, ça va être « Ah oui, il ne fait pas encore ses nuits ?» Comme s'il y avait une performance attendue sur le fait que l'enfant devait faire ses nuits à tel âge ou à telle période. Il y a aussi « Ah oui,
il marche pas encore. Sous-entendu, bah dis donc, il se bouge pas beaucoup celui-là. Ou alors, arrivé vers 18 mois, 2 ans, ah bon? Et il parle pas encore? Eh ben non, il parle pas. Et voilà, et en fait, ce sont toutes ces performances, au final, que l'on attend des enfants et qui viennent en fait conditionner, d'une part, évidemment, l'enfant, mais d'autre part, le parent, qui va rentrer dans une attitude d'attente de résultats, d'attente de performance. Et tout ça, eh ben, ça vient s'impacter entre l'enfant et le parent, entre l'enfant et l'accompagnant. Alors évidemment, il y a des enfants qui rencontrent des dysfonctionnements. Je ne vais pas parler de cela, hein, je vais parler plutôt des enfants d'ordre généraux qui n'ont pas de problème particulier et pour qui tout semble en tout cas normal et logique dans une attitude d'apprentissage. Alors chez nous, on n'attend absolument rien de nos enfants. Je vais justement t'expliquer pourquoi on n'attend rien de nos enfants et surtout comment on s'y prend pour les intéresser aux choses, pour leur donner le goût d'apprendre, mais sans attendre aucune finalité à chaque fois. Alors si tu nous suis déjà depuis un petit moment sur le blog ou à travers les vidéos sur YouTube, etc., tu vas te rendre compte qu'on est très proche de la pédagogie Montessori, que l'on aime cette philosophie, que l'on aime cette approche, qu'elle résonne beaucoup en nous et que nous mettons énormément de principes fondamentaux de cette approche en œuvre, en place chez nous. Alors évidemment, elle a ses limites, puisque nous ne pouvons pas faire du Montessori à 100%. Déjà, nous n'avons pas l'environnement qui est constitué par la classe, tout simplement. On n'a pas un groupe d'enfants entre 0 et 3 ans ou entre 3 et 6 ans chez nous. Donc évidemment, on a nos limites. Mais à côté de ça, on met les principes fondamentaux en place à la maison à travers notre attitude, notre ambiance et ce que l'on apporte aux enfants. Alors l'un des principes de base dans la pédagogie Montessori, c'est de ne pas attendre de résultats de l'enfant. C'est-à-dire que lorsqu'on lui propose une activité, on n'est pas dans l'attente du résultat, on n'est pas dans l'attente de la performance. L'enfant manipule, l'enfant va répéter ses mouvements, va les affiner, mais on n'attend pas quelque chose de concret à la fin. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'avec Arthur et Gaspard, on ne cherche pas à les instruire à tout prix, on ne cherche pas à leur faire rentrer des informations, etc. On cherche à leur donner le goût du savoir, on cherche à leur donner l'envie d'apprendre, l'envie d'être curieux sur le monde qui les entoure, sur le fonctionnement des choses. On essaye de leur donner une certaine façon de voir le monde aussi, d'avoir un regard aiguisé, affûté sur les choses qui nous entourent, sur les situations. On leur inculque aussi de prendre du recul par rapport à certaines choses, par rapport à certains faits. Et tout ça, ça participe en fait à une dynamique quotidienne. Alors chez nous, l'intérêt est suscité par des découvertes, des sorties, des manipulations, des répétitions d'exercices, des répétitions de manipulation, et puis des livres évidemment, et puis des discussions aussi avec moi ou avec Fabien, très concrètement parlant. En fait, le principe, c'est qu'on va leur offrir la matière, donc la matière pour les connaissances de base, susciter leur intérêt, et à travers déjà ces éléments qu'on leur donne, eh bien, on va leur donner toujours l'envie d'en savoir plus, mais par eux-mêmes. C'est-à-dire que ça va venir profondément d'eux-mêmes, cette envie d'en savoir plus, de poser des questions, de s'intéresser, de manipuler, de répéter. Tout ça, ça va s'inscrire en eux et ils vont le faire pour eux et non pour moi, pour Fabien ou pour toute autre personne. Donc on est vraiment voilà, dans cette façon de faire, c'est qu'on propose et l'enfant dispose. On ne le met jamais dans une situation d'apprentissage. On n'est jamais là à dire, bon alors, aujourd'hui, mon lapin, je vais t'apprendre ceci. Non, pas du tout. On est vraiment dans une autre approche, beaucoup plus large, beaucoup moins formelle. Et c'est quelque chose qui marche très bien chez nous. J'ai une petite anecdote à ce sujet. En fait, à Noël, Arthur a eu une ambulance Playmobil. Et donc, l'ambulance fait du bruit, hein, fait le pimpon, pimpon. Et en fait, elle a deux positions. Elle le fait soit à l'américaine, donc la sirène à l'américaine, soit à la française.
Je ne veux pas le faire, hein, ce ne serait pas très parlant. Enfin bon, voilà. Et donc il a trouvé ses positions. Évidemment, il nous a demandé pourquoi il y avait ces deux différences de bruit. Donc on lui a expliqué. Bon bah voilà, ce bruit correspond aux ambulances aux États-Unis, enfin du moins en Amérique du Nord, de manière plus large. Et puis ce bruit-là, c'est plus français, voilà. Et puis bon, voilà, on lui en a juste parlé comme ça. Et puis l'autre jour, il voulait emmener son ambulance, on était invités. Lorsqu'on est arrivé, il avait donc cette ambulance dans les mains. Et puis il a dit, oui, mon ambulance, elle a deux bruits. Elle fait le bruit aux États-Unis, en Amérique du Nord, et le bruit en France. Et puis il a fait écouter. Et c'est vrai que bon, les gens étaient étonnés parce qu'à 4 ans et demi, savoir situer les États-Unis, comprendre que c'est en Amérique du Nord, puis bon voilà, la France, ce sont des notions de géographie que la plupart, j'imagine, des enfants de 4 ans et demi n'ont pas forcément, tout simplement parce qu'on ne leur en parle pas. Clairement, nous, voilà, Arthur ne saurait pas ça si on ne lui en avait pas parlé. Et du coup, la personne à qui il a dit ça dit « Ah oui, alors en parlant des États-Unis, ils ont changé de président il n'y a pas longtemps, et je vais t'apprendre le nom du président. » Et bon, évidemment, j'ai rien dit, voilà, peu importe. Mais je me suis dit, c'est pas comme ça, on fait pas comme ça, nous. Je sais pas si Arthur va retenir, je sais pas comment ça va se passer parce que voilà, on n'apprend pas pour apprendre, on n'apprend pas pour qu'il retienne une information. On apprend pour lui donner quelque chose, pour lui donner une globalité. Et après, dans cette globalité, il prend ce qu'il veut. Et nous, on n'attend absolument rien. Alors oui, de le voir restituer des choses, c'est intéressant. Et puis, c'est intéressant aussi de voir ce qu'il passionne, ce qu'il captive, ce qu'il capte aussi et ce qu'il ne capte pas. Tout ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de continuer, de lui apporter des choses qui vont étoffer son développement, qui vont étayer sa curiosité. Mais à côté de ça, s'il n'avait jamais rien retenu depuis tout le temps qu'on parle de géographie, depuis tout le temps qu'on s'y intéresse, qu'on manipule des objets, etc., honnêtement, ça ne m'inquiéterait même pas parce que je me dirais aussi, et à un moment, ça va faire clic, ça va faire, il va y avoir une connexion qui va se faire et tout va se connecter dans sa tête et ça va se mettre en place tout doucement. Donc au final, il n'y a absolument aucune attente, il n'y a absolument aucune pression. Et je pense aussi que c'est pour ça que ça marche. Je pense que c'est sûrement pour ça qu'Arthur s'intéresse aux choses et les retient. C'est parce qu'il y trouve un intérêt personnel à avoir ces connaissances. Alors concrètement, comment je m'y prends au quotidien avec les enfants pour justement leur donner ce goût des apprentissages pour eux-mêmes? Déjà, je les mets dans des dispositions positives. Alors soit je les laisse choisir l'activité sur laquelle on va travailler, soit je leur propose quelque chose et dans ce cas-là, j'essaye toujours de susciter leur curiosité et leur intérêt, bien évidemment. Alors ça va passer par le fait de créer une ambiance positive, calme, apaisante, qui encourage aussi les apprentissages et la faculté à se concentrer et à s'impliquer dans ce que l'on fait. Et puis aussi, bien sûr, il y a moi, mon attitude. Je suis avec lui à 100%. La deuxième chose, c'est que je ne cherche pas de résultats. Par exemple, dimanche, donc samedi, en fait, on a reçu nos petites figurines de monuments. Et on a un livre, un grand livre illustré qui met en scène quelques monuments antiques. Donc du coup, il y en a certains où on pouvait faire le parallèle, puisqu'on les avait tous les deux. Donc du coup, on les a mis en relation. Donc voilà, pendant une demi-heure, on a parlé. Alors il y avait la Tour Eiffel, il y avait les sculptures Moa de l'île de Pâques, il y avait la Tour de Pise, il y avait les pyramides de Gizeh. Enfin bref, il y en avait entre 10 et 15 à peu près que l'on retrouvait et sur lesquels du coup on a pu parler, échanger, sur lesquels on a pu créer une interactivité. Et puis voilà, donc alors j'ai présenté tout ça sur Instagram, j'avais même fait une story pour présenter mes figurines, peut-être que tu l'as vu d'ailleurs si tu me suis sur Instagram. Et bon voilà, l'activité étant terminée, nous avons rangé. Et donc hier, il vient me voir et puis il me dit « Maman, pourquoi c'est Monsieur Eiffel qui a construit la Tour Eiffel ?» Alors, déjà d'une, j'étais contente intérieurement parce que je me suis dit « C'est bien, il a réussi, il a retenu quelque chose, tout simplement. On a passé une demi-heure à discuter, il a au moins retenu que Monsieur Eiffel était à l'origine de l'idée de la Tour Eiffel, ce qui est un point très positif. » Évidemment, je lui en ai rien montré, mais bon, au fond de soi, on peut quand même être content, peu importe. Et puis, deuxièmement, je me suis dit, c'est intéressant parce que du coup, pour lui, voilà, c'est très basique, c'est Monsieur Eiffel, il est à l'origine de l'idée, donc il l'a construit. Et donc, ça nous a permis aussi de revenir
sur ce détail et je lui ai expliqué que Monsieur Eiffel était plutôt comme l'architecte. Donc déjà, on a étoffé le vocabulaire, on a pu donner d'autres notions. C'est lui qui était à l'origine du projet, qui a dessiné les plans de la Tour Eiffel, etc. Mais qu'ensuite, évidemment, il ne l'a pas construite tout seul, que ce sont différents corps de métier qui se sont mis en place pour la construire, pour mener ce projet à bien, etc., etc. Donc encore une fois, on a pu repartir d'un questionnement pour en arriver à quelque chose de plus précis, enfin en tout cas quelque chose qui se précise dans son esprit. Mais il faut bien savoir que tout ça, tout à l'heure je disais oui, j'étais contente, oui c'est vrai, évidemment, forcément, quand on dit quelque chose à son enfant et qu'il le retient, ça fait toujours plaisir, ça veut dire qu'il y a eu, en effet, l'implication était vraiment là, il a retenu quelque chose, mais il n'aurait rien retenu, ça aurait été la même chose. Et la prochaine fois qu'on aurait repris les figurines, je lui aurais réexpliqué, je lui aurais sûrement redit des choses déjà dites, et peut-être qu'il m'aurait dit tiens, ça oui, je m'en rappelle, ah oui, non, ça tu peux me réexpliquer, mais pourquoi, etc. Et en fait, c'est ça, c'est toujours ne jamais rien attendre. Et s'il y a quelque chose qui s'ancre en lui, tant mieux, c'est du bonus, c'est du plus. Et puis voilà, peut-être que ça va venir faire germer d'autres questionnements en lui, d'autres sources d'approche, d'autres façons de voir les choses, et ça va être encore des discussions qui vont s'ouvrir pour toujours lui satisfaire sa curiosité et son envie d'en savoir plus. Et la troisième chose, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ne pas juger. C'est-à-dire que s'il ne retient rien, et ça arrive souvent avec Arthur, évidemment, comme avec tous les enfants, c'est pas grave, on recommence et on refait l'activité, on représente quelque chose. Et puis voilà, s'il a réussi à avoir une connaissance, à avoir quelque chose qui s'est ancré en lui, tant mieux. C'est déjà quelque chose de positif pour lui et pour son apprentissage. Alors voilà, ce que je voulais dire à travers cette vidéo, c'est que les clés pour un apprentissage fluide, facile, concret, pour susciter l'envie chez l'enfant, c'est vraiment de ne pas avoir d'attente, de faire en sorte que l'enfant apprenne pour lui-même, qu'il y trouve un intérêt profond de connaître les choses, de pouvoir les restituer, de pouvoir les utiliser dans différents cas de figure. Et c'est à partir de ça qu'on voit que l'enfant maîtrise quelque chose. Quand il peut le restituer à travers quelque chose de différent, et bien là, oui, on se rend compte que ça y est, il a capté. Et c'est intéressant à observer parce que quand on n'a aucune attente, c'est que du positif au final. Et ça vient encore plus favoriser la relation que l'on crée au quotidien avec ses enfants. Il y a quelques mois, j'avais écrit un article sur les 6 idées reçues sur la pédagogie Montessori, parce qu'on entend beaucoup parler de Montessori actuellement. Alors nous, c'est vrai qu'on est vraiment dedans, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui se démocratise, et à la limite, tant mieux, pourquoi pas, je suis pas là pour débattre de ça non plus. Enfin, en tout cas, j'avais donc écrit cet article qui revient sur les 6 idées reçues les plus fréquentes que l'on a sur la pédagogie Montessori. Donc pour recevoir cet article, sans avoir à le rechercher à travers tous les articles du blog, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut ou sur le i d'information. Tu auras juste à me renseigner ton email et je t'enverrai directement cet article qui peut t'apporter encore plus de connaissances sur cette très belle pédagogie. Évidemment, si tu as aimé cette vidéo, aime-la et partage-la, ça peut servir aux nombreux parents que nous sommes, et surtout ça peut aider les parents à construire des relations positives et harmonieuses avec leurs enfants, donc n'hésite pas à la diffuser. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.